près de la Manche. Au sud, c'est la pluie qui l'emportera, à l'exception du pourtour méditerranéen, qui bénéficiera d'un beau ciel bleu. L'après-midi, une zone de pluie envahira tout le littoral atlantique ainsi que les côtes de la Manche. Ailleurs, le ciel restera bien chargé avec des risques de grêle sur le massif central et les Alpes. Quant aux régions proches de la Méditerranée, même si les nuages y seront plus nombreux que le matin, elles profiteront néanmoins d'une assez belle journée. Les températures, elles sont en baisse sur les 3/4 du pays. Elles varieront entre 10 et 11 degrés. Sur l'extrême sud, elles iront de 12 à 17 degrés. Lundi Sport dans quelques instants, présenté par Thierry Dujon. Bonsoir. Rosanna Arquette, Jean Reno, Jean-Marc Barr, Le Grand Bleu de Luc Besson. Un film événement, bientôt sur Canal+. Ça va être un très grand jour demain. J'ai analysé toutes les données obtenues à la dernière plongée de Mayol. Il ne faut pas tenter de battre le record de Jacques. Ce serait commettre un suicide. Je suis là! Je suis vivante! Et j'existe! Il faut que j'aille voir. Go and see my love. Elle était incapable de faire semblant. Il ne la croyait pas. Il voulait tout savoir. Elle ne comprenait pas. Elle buvait beaucoup, n'est-ce pas? Depuis quelques mois, c'est possible. Elle avait des difficultés à parler? Non, elle semblait normale. Ce Stéphane Wawnick, c'est son mari, n'est-ce pas? Oui, je crois. Petit salaud! Lina, je t'aime. Pourquoi avez-vous décidé de ne plus vous voir? Comment, Dr. Linden, expliquez-vous qu'une fille de ce genre puisse se retrouver dans cet état? Drogue, dépression. Teresa Russell, Art Garfunkel, enquête sur une passion. Dimanche 29 à 20h30 sur Canal+. Ah oui. Je vous en prie, Dr. Linden. Chapitre 1 de lundi sport, Red Star Nîmes en 2e division, les buts D1, le Précis Foot, Aston Villa Chelsea en Angleterre et les buts du championnat italien, un quart d'heure de football, coup d'envoi dans 20 secondes. Chapitre 2, le Masters d'Augusta, vu par son vainqueur, Nick Faldo sur le sentier de son 2e titre de maître, 1 heure de golf avec en prime l'Open des Baléares, rendez-vous à 22h40. Épilogue, basket américain pour la première fois de la saison sur Canal, les champions en titre Détroit qui se déplacent à New York. Bonsoir à tous, la 2e division du championnat de France de football, Nîmes se bat pour la quitter et le Red Star lutte pour y rester. À chacun son objectif, mais pour les deux clubs, samedi soir, la même nécessité, vaincre. Reportage François Péchon. Ça va pas tarder, vous allez... Il reste une chance à Nîmes pour atteindre les barrages et pour monter en première division. Pour cela, il faut marquer des points, ne pas se faire doubler par Alès et Bastia, bref, commencer par gagner ce match. On va essayer d'évoluer en compte, on a des joueurs capables de marquer des buts à tout moment et on va essayer d'être très offensif dès qu'on aura le ballon. Le Red Star, lui, est avant-dernier. Il s'accroche pour ne pas descendre et les joueurs savent que leur destin se joue ce soir. Après, il sera trop tard. Hein. Le dernier short. Mais moi, je vais quand même gagner. Alors voilà, j'ai dit maintenant qui même me suivent, ceux qui seront bons aujourd'hui, ils resteront probablement avec moi dans le futur. Ceux qui seront mauvais, je regrette, je peux pas avoir des boulets, traîner des boulets à mes pieds. Voilà ce que j'ai dit aujourd'hui, un peu méchamment. Il y a des jeunes qui vont jouer alors aujourd'hui? Oui, il y a des jeunes prometteurs, des moins jeunes comme Laurent Rousset qui fait sa rentrée à 4 matchs de la fin, mais qui est un joueur d'expérience et qui sait lui au moins mettre la balle au fond des filets quand il faut. Voilà, on joue depuis 6 minutes, corner de Jean-Luc Girard et la tête de Laurent Rousset. Les Nîmois cueillis à froid et Laurent Rousset qui fait une belle rentrée après 4 mois d'absence.
Au tennis, on appelle ça ne jouer que des coups gagnants. Au foot, c'est plus rare et pourtant le Red Star joue gagnant. Long dégagement, Rousset remet de la tête pour Samuel Michel qui touche son premier ballon, double les deux défenseurs, deuxième attaque, deuxième but pour le Red Star. Samuel Michel est content, il n'a que 19 ans, c'était un peu le joker de Pireux ce soir. J'arrive en pleine course, il y a Zanon qui essaie de me couper, j'accélère et je me retrouve face au gardien tout seul et je la place du coup de pied. L'une des très rares attaques de Nîmes sur la droite, il y a Maharzi, il y a Espèce. Encore! Pas de faute, c'est De Rocco, le gardien du Red Star, qui crie Brasigliano. Un long centre dans le paquet et De Rocco, les 2 points en avant. Sur ce genre d'action, Nîmes aurait dû en profiter parce que le Red Star, lui, ne laisse pas passer ses chances. Et la chance sourit plutôt aux jeunes de Saint-Ouen. La balle qui roule, qui tape le drapeau et choisit le côté du corner. Le match, lui, n'est pas commencé depuis un quart d'heure. Stefanini, son cuissard et son pied gauche pour le corner. Cette fois, c'est Léopoldes qui surprend tout le monde. 3-0 pour le Red Star, 3 buts en 15 minutes, pratiquement un but sur chaque attaque. Le Red Star, en danger de relégation, trouve les forces et la hargne pour épingler Nîmes en moins d'un quart d'heure. Et oui, ça ne fait pas plus d'un quart d'heure qu'on joue, il en reste encore 5 et pourtant Nîmes va réagir assez vite. Une faute à droite sur Brasigliano. Coup franc. Et cette reprise manquée d'Éric Garcin, le but était tout ouvert. Mais Garcin se rattrape juste après, à la 17e minute. Toujours Brasigliano. Sur la droite. Corner, un corner vite joué. Vous allez le voir, c'est Maharzi qui centre. Et c'est Garcin qui saute plus haut que les autres et ramène la marque à 3-1. 37e minute. La balle du côté de Nîmes, Sirvan, puis Vaucry. Taclé, tout cela profite à Samuel Michel qui efface une nouvelle fois Zanon. Tout seul face à 2 bâtiments, mais ça passe au ras du poteau. Le crochet de Michel devant Zanon, l'angle qui se ferme et le tir qui passe juste à côté. « 3-1, ça reste le score à la mi-temps. Et la pluie qui tombe à Saint-Ouen pour la fin du match. 12e minute en seconde période, corner pour Nîmes, sauvetage de la tête. Nîmes y croit encore malgré ses 2 buts de retard. Brasigliano avec René Girard. Brasigliano lancé dans le trou, mais De Rocco est bien sorti et le ballon ne franchit pas la surface. Et Nîmes finira le match à 10 après l'exclusion de Zanon. Un petit geste d'humeur contre Samuel Michel. Carton rouge malgré les protestations de Stefanini qui lui joue au Red Star, c'est pas banal. Mais juste avant, à la 13e minute, le Red Star achève son chaos. Jean-Luc Girard trouve la tête de Rousset, Laurent Rousset qui marque son 2e but du match. Des Kleenex, s'il vous plaît, pour Henri de Pireux, 4-1, c'était inespéré. Le Red Star n'est pas encore en 3e division, Nîmes doit gagner ses 3 prochains matchs pour espérer accéder au barrage. En première division, le titre de champion s'est peut-être joué samedi soir sur Canal, même si à 5 journées de la fin, tout reste ouvert pour la première place, pour l'Europe et pour la descente. Christian Delcourt. Dans la course au titre, avantage à l'OM grâce à 2 coups francs de Waddle. Le premier détourné par Pardo, le second en force. Bordeaux était leader depuis 20 journées. L'Europe en vue pour le Paris Saint-Germain, malgré ce premier but de Kabongo. Simba, remplaçant de luxe, donne la victoire aux Parisiens, 2 contre 2 buts. Le Paris Saint-Germain, prochain adversaire de Marseille. Le titre, l'Europe, rien n'est décidément joué. D'autant que pour l'Europe, Auxerre est de nouveau en lice, 5e succès consécutif grâce à Kovacs sur Cannes. Auxerre 6e à 3 points du 3e Monaco. Auxerre qui recevra dans 15 jours le PSG explosif. À 4 longueurs de Monaco, Nantes rêve encore un peu à l'Europe, 4-0 face à Toulon, avec un coup franc de Robert, une reprise de Bourruchaga et un doublé de Vercotteren, dont un pénalty. Autre candidat à l'Europe, Toulouse, qui n'avait plus gagné sur sa pelouse depuis 6 mois, 2-1 contre Brest, but de Marsico et de Pavon contre un pénalty de Ferrer. Samedi prochain, rendez-vous décisif également pour les Toulousains en déplacement à Monaco.
Dans le milieu du classement, Tête de Zénier et Metz bat Saint-Étienne 1-0. Et dans le bas du classement, Montpellier a soigné sa différence de but 5-0 face à Lille, avec à la conclusion les internationaux Valderrama, Xureb, Blanc par 2 fois et Cantona sur pénalty. Montpellier revient à la hauteur de Lille justement et de Caen. 3 équipes toujours concernées par la descente en 2e division. À 2 points derrière, Nice est en position de barragiste. Victoire face à Caen sur ce pénalty de Langers. Une victoire niçoise qui place actuellement le RP1 en 2e division avec Mulhouse. Les Parisiens ont concédé le nul face à Sochaux, tête de Loret et égalisation de Bouderbala. Hatzibédjic au Parc des Princes avec Sochaux face au Racing, au Parc encore pour son quart de finale du Précifoot face au Montpelliérain Laurent Blanc, maître d'œuvre Didier Roustan. Eh bien, c'est le grand départ pour les quarts de finale avec Laurent Blanc, le Montpelliérain qui avait éliminé Patrice Marquet, et Farouk Hatzibédjic, vainqueur de Philippe Tibeuf en 8e de finale. Et ça lui avait porté chance de commencer, il l'avait choisi et il a décidé d'encore commencer, car il a encore gagné la pièce. Donc pour ce quart de finale contre Laurent Blanc, et le premier tir à 20 mètres, et là vraiment pas de réussite, ça a frappé le rouge entre la lucarne à 350 points et juste la case d'en dessous, c'est-à-dire qu'une lucarne multipliée par 2 à 20 mètres, cela lui donnait déjà 700 points. Et vous avez compris que ce jeu se joue aussi dans la tête, et tout dépend des premiers ballons, c'est la raison pour laquelle il a un petit passage difficile à Hatzibédjic, il doit se poser beaucoup de questions, il change de côté, cela lui convient mieux, 140 points. Mais maintenant, il faudrait tenter le tout pour le tout, car 140 points, cela ne serait sans doute pas suffisant devant un tireur d'élite comme Laurent Blanc. La lucarne, 7 fois avec de la réussite, vous voyez, comme dans une saison de football, tout s'équilibre. Le penalty, non, un petit peu raté. Ça va pas être facile, et il le sait. Il faut attendre la série de Laurent Blanc, qui lui aussi peut douter. Et ce qu'il fera douter, c'est bien entendu l'un des derniers tirs avec le ballon dans la lucarne. Nous verrons bien, 2 réussites sur 15, c'est peu encore qu'il s'agit de cases qui valent cher. Et ce fameux ballon rouge qui a ricoché sur la gauche, on va voir aujourd'hui donc contre Hatzibédjic. Les ballons à 20 mètres qui pourraient d'entrée faire la différence, et bien ça part très très bien pour Laurent Blanc, 140 multiplié par 2. Il se trouve en position idéale avant les 11 ballons que voici. Il en reste un petit peu moins maintenant. Le poteau, puis la transversale, puis le ras du poteau. C'est peut-être à cet instant de la partie que tout va se jouer, forcément. Ça y est, il recolle au peloton, pourrait-on dire, 380 points, mais ce n'est pas encore suffisant. Il ne reste plus beaucoup de ballons, encore le poteau, la réussite n'était pas de son côté. À moins que le penalty, eh bien non, ce n'est pas suffisant. Il aurait dû prendre plus de risques sur le penalty et il se fait éliminer, Laurent Blanc, alors qu'il se trouvait en position de force et on le voyait très bien placé, notamment après ce tir réussi à 20 mètres. Et voilà, il a tout compris, Laurent Blanc, c'est la lucarne qui fait la différence. Il n'y avait eu que 2 réussites pour Hatzibédjic, 3 pour Laurent Blanc, mais il n'y a pas la fameuse lucarne qui fait également souvent la différence dans les matchs de football. Qualifié pour les demi-finales, le premier demi-finaliste, le voici, Farouk Hatzibédjic. En Italie, coup de théâtre la semaine dernière, Naples est revenu à égalité au classement avec le Milan AC. Pourquoi? Tout simplement parce que les Napolitains ont gagné sur tapis vert 2-0 le match au cours duquel ils avaient concédé le 0-0 il y a 8 jours à Bergame. Naples avait porté plainte parce que son défenseur Alemao avait été blessé par un briquet lancé des tribunes à 10 minutes de la fin de la rencontre. Le Milan AC et Naples sont donc désormais au coude à coude, sous réserve toutefois de la décision finale de la commission d'appel du Calcio qui se réunira cette semaine. Quoi qu'il en soit, les 2 clubs ont gagné ce week-end. C'est ce que nous allons voir tout de suite avec Jean-Philippe Lustig. Naples sur son terrain, vainqueur aisé de Bari, club du milieu de tableau. Naples encore emmené par un génial Maradona. 22e minute, un penalty en faveur des co-leaders du championnat, transformé par le roi Diego. En début de seconde mi-temps, l'international italien Carnevale, avec beaucoup de lucidité, marque le 2e but.
Et à 17 minutes du terme de la rencontre, le Brésilien Careca porte le score à 3-0. Le Milan AC, vendredi en match avancé de cette 32e journée, s'était imposé à San Siro devant la Sampdoria de Gênes grâce à ce but de Mazzaro, inscrit à la 61e minute. Une interception de Del Bianco permet à Cesena de mener 1-0 jusqu'à la 73e minute de jeu devant la Juventus de Turin. La Juve qui égalise grâce à Bonetti, contrôle et reprise du plat du pied. La Juve, 3e au classement. La Lazio de Rome devant Ascoli a marqué tous ses buts en première mi-temps. 6e minute, le pied gauche de l'Uruguayen Ruben Sosa. 25 minutes plus tard, le pied droit d'Amarildo. Enfin, la 39e minute, c'est l'acrobatique reprise de Marchegiani. Fiorin, à la 7e minute de jeu, marque le seul but de la rencontre Inter de Milan-Gênes, mais il pleut beaucoup trop à Gênes. Et 3 minutes plus tard, les conditions de jeu obligent l'arbitre à interrompre ce match devenu une partie de water-polo. Il sera rejoué le 25 avril. Un seul but à Lecce et Bologne s'incline sur ce pénalty marqué par Vince. Enfin, l'AS Rome remporte la seule victoire à l'extérieur à Cremonese, dont la défense offre ce but à Voller. En Angleterre, 34e journée de championnat, Liverpool concède le nul à domicile de partout devant Nottingham. Aston Villa de son côté recevait Chelsea. C'est notre big match aujourd'hui. Commentaire Christian Delcourt. Match difficile pour Aston Villa, toujours dans la course au titre avec Liverpool. Chelsea en maillot rayé rouge et blanc reste en effet sur une série de 8 victoires consécutives. Mais sur sa pelouse, Aston Villa impose dès le début de la rencontre un pressing constant sur Chelsea. Delay affole la défense sur le côté droit et finalement Bissent est tout heureux de récupérer le ballon après un dégagement de Johnson dans le dos de Monkou. Domination d'Aston Villa dans tous les compartiments du jeu, dans les airs avec ce dégagement de Moonfield, à terre ensuite avec ce duel gagné par Cascarino sur Johnson. Cascarino qui s'ouvre le chemin du but, frappe repoussée par Bissent sur Cowans. 3e but depuis le début de la saison par le numéro 10 d'Aston Villa qui mène 1-0 après seulement 14 minutes de jeu. Aston Villa toujours au pressing, Aston Villa qui pousse Chelsea à la faute, frappe de Birch, l'ailier gauche juste à côté. Chelsea sans cesse poussé dans ses 16 mètres va pourtant réagir. Montée rageuse et énergique de Dorigo sur le côté gauche. Avec au bout un centre dévié par 2 défenseurs d'Aston Villa et manqué de justesse de la tête par Dixon. Nicolas, lui, ne manque pas la sienne, mais Bissent est bien placé. Dès le début de la seconde période, Bissent va de nouveau être sollicité. Cascarino impose sa puissance physique dans la surface, mais le plus grand gardien du championnat britannique, 1,95 m, démontre que les ballons à terre ne lui font pas peur. Au ralenti, le superbe travail de haut but de Cascarino. Sur le côté droit, Delay est toujours insaisissable. Rapidité, créativité, l'ailier d'Aston Villa bute malheureusement sur Bissent. Corner pour les Mauves. Dégagement de la défense de Chelsea. Et qui retrouve-t-on à la conclusion de cette action? De nouveau Delay, frappe sèche pourtant mal cadrée. Dans les 10 dernières minutes, Chelsea s'offre sa plus belle occasion avec ce tir de Kenny Wilson. Repoussé par Spink, Aston Villa s'impose finalement 1-0. Et au classement du championnat anglais, 1 point d'avance pour Liverpool sur Aston Villa. Le Masters de Nick Faldo et l'Open des Baléares, vous l'aurez compris, on passe au golf. Avec André-Jean Laforie et Bernard Pascasio, je vous retrouve dans 1 heure pour le basket américain Détroit-New York avec Georges Eddy. À tout à l'heure. I guess you could say that it's all because of you. You're the best thing that ever happened to me. Bonsoir, c'est un vrai plaisir de vous retrouver après le Masters et avant le tournoi Perrier. Mais tout de suite, d'abord, un coup d'œil sur le programme. Le Masters vu du côté Nick Faldo, comme il l'a vécu lui-même dimanche dernier. Puis un retour aux Baléares, l'Open où Jean Van de Velde a débloqué les Français.
Question du jeu de Jet Tour Canal+, c'était qui, c'était quand, c'était où? Et les bunkers, quand la balle y est, mais qu'on ne peut pas y entrer pour en sortir. Mystère. Voilà le programme de notre émission de ce soir, pour laquelle, bien entendu, nous retrouvons Bernard Pascasio. Bernard, bonsoir. Bonsoir. Remis du Masters. À peu près. Et alors, on parlait ensemble, justement, de la bulle dans laquelle se trouvent les champions lorsqu'ils font leur parcours au milieu des autres. Il y a 65 joueurs ou même davantage, mais le joueur, lui, il est tout seul. Et c'est le cas du champion, sauf quand il arrive en play-off. Vous confirmez? Absolument. Bien, alors puisque Bernard Pascasio confirme, on va justement aller voir comment ça s'est passé dans le jeu et dans la tête de Nick Faldo le dernier jour du Masters en faisant le système Canal+, classique, vous savez, auquel vous êtes habitués maintenant. On revoit tous les coups de Nick Faldo du moment où nous les avions, c'est-à-dire à partir du trou numéro 8, dans la continuité telle que lui les a vécus, puisque jusqu'à la fin seulement, le joueur ne s'occupe pas des autres. Tout de suite, donc, on retourne à Augusta. Et on reprend Nick Faldo au trou numéro 8. Il a à ce moment-là 2 points de retard sur Ray Floyd. Il est plein fairway sur ce par 5 de l'allée d'Augusta. Et il joue son 3e coup. Petite approche. Beaucoup de backspin. Bien dans la ligne pour un birdie qui le ramènerait à ce moment-là à 1 point seulement de Ray Floyd. Tentative de birdie. Il prend son temps, Nick Faldo. On avait d'ailleurs remarqué qu'il était un peu plus tranquille et calme cette année sur la préparation des putts que par rapport aux années précédentes. Des trous que vous voyez rarement à la télévision, puisque malheureusement on ne vous montre que les 9 derniers. C'est un par 5 de 500 mètres. Peu de joueurs l'atteignent en 2. Et là, Nick Faldo, malheureusement, n'a pas pu l'atteindre. Il a ce pote pour le par. Il pour rester toujours à moins 7. Et passer devant lui sans qu'il le voie, apparemment, bien sûr, mais ça correspond donc bien à l'idée qu'on vous dit que le joueur est tout seul dans sa bulle, et passer l'adversaire qui partage sa partie, Jack Nicklaus, en personne. Mais là, on reste sur Nick Faldo, qui signe donc le par, ici au 8. Un bon par, bien propre et net, et il repart avec sa cadette suédoise Fanny Sunesson, qu'il continuera à employer, croit-on, jusqu'à la fin de la saison. 2e coup du 9. Sous les yeux de Nicklaus, père et fils. Encore plus précis qu'au 8. Surtout un pote en montée, car ce green est très rapide. Le voilà le putt. Et voilà le birdie. Tentative de birdie au 8, birdie réussi au 9. Il revient à ce moment-là à 1 point de Floyd, juste au moment où Floyd, de son côté, avait fait un birdie et reprenait ses 2 points d'avance. Départ du trou numéro 10. Tandis qu'on revoit que durant la semaine jusque-là, il avait moins bien négocié les trous du retour que ceux de l'allée. Et là, apparemment, d'ailleurs, il grogne un peu.